Et pour terminer cet aperçu, j'aimerais prendre un exemple. Un seul exemple qui illustre parfaitement à la fois les stratégies des distributeurs pour plaire au public, pour maximiser leurs revenus, pour trouver des nouveaux consommateurs et pour s'appuyer sur leurs consommateurs pour trouver encore d'autres consommateurs. Mais c'est un exemple qui montre aussi les risques. Les risques de notre modèle de distribution, de notre modèle de consommation, des risques qui sont d'ordre politique, d'ordre sociaux, d'ordre même psychologique pour les collaborateurs ou les clients. Cet exemple, enfin, ou ce contre-exemple, c'est le leader du hard discount en France. Il s'appelle Action. C'est un groupe qui a été créé il y a 30 ans par deux frères hollandais puis un de leurs amis avec qui ils écoulaient des stocks sur les marchés. Ils se sont installés dans un magasin de 60 mètres carrés qui est situé dans une ville de 18 000 habitants qui s'appelle Enkhuizen. Enkhuizen, c'est une ancienne cité fortifiée, assez mignonne, avec des remparts du XVIIIe siècle, un musée en plein air, vous savez, les maisons à pignons en briques, petit port de pêche au hareng, ravissant. Et ces trois acolytes arrivent très très vite à surprendre la clientèle locale avec des prix très bas, les plus bas possibles, et avec un assortiment qui change sans arrêt. Leur succès est si fulgurant qu'ils doivent ouvrir dès l'année suivante 7 succursales à travers les Pays-Bas parce que les gens faisaient de la route pour venir et qui vont acheter leur premier camion 2 ans plus tôt pour commencer à irriguer leur réseau de distribution. En 99, 6 ans après la toute première ouverture, ils vont devoir inaugurer un siège social et un centre logistique gigantesque juste à côté de leur premier magasin et de leur QG à Enkhuizen. En 2002, Action va ouvrir 36 magasins pour atteindre les 94 succursales aux Pays-Bas et adopter 2 ans plus tard le modèle du supermarché, le modèle déjà très ancien, qui a 40 ans à l'époque, du caddie, du tapis roulant à la caisse et tout le tintouin. Action, à ce moment-là, va continuer de croître. Mais c'est en 2005 que ses fondateurs vont trouver la martingale, la clé du succès. En fait, ils vont trouver des camions et les mettre en service qui sont des camions à 2 étages. Ça leur permet de gagner 60% de capacité de fret et de maximiser au mieux la capacité de déplacement de leurs produits. C'est ce qui va permettre à leur groupe aussi de se lancer à l'international, parce qu'il fallait approvisionner des magasins en très peu de temps, avec des nouveaux produits. Alors Action se lance en Belgique, bien sûr, et puis en Allemagne en 2009, tout en gardant cette promesse initiale, très dure à tenir, mais très rentable, le renouvellement permanent de ses produits. En 2010, Action réalise 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et se voit contraint, sous l'effet de sa croissance, d'agrandir son centre logistique, de quadrupler sa taille. Il passe de 25 à 100 000 mètres carrés. Et ils restent toujours dans leur berceau historique, une entreprise familiale qui, en juillet 2011, a 250 magasins avec 7000 employés. Ils ont une sélection de quelques milliers de références seulement, avec des volumes très 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 importants, qu'ils écoulent dans des magasins minimalistes, certains diraient bolcheviques. Et finalement, c'est comme ça que ces Hollandais réussissent à casser les prix comme personne avant eux, pas même les Allemands. Pour industrialiser ce modèle vraiment du tout petit prix dans toute l'Europe, ils identifient un marché déjà très développé là-dessus, qu'est la France, et ils ont besoin de capitaux considérables, parce que leur défi, comme Amazon d'ailleurs, c'est ni plus ni moins que de développer en un temps record une chaîne logistique remarquable qui est indispensable à la fois à l'ouverture de beaucoup de magasins, de ce qu'est le plus grand réseau de nouveaux magasins en Europe, mais aussi à ces fameuses économies d'échelle. Et pour avoir des économies d'échelle qui vont maintenir les prix les plus bas possibles, il faut continuer d'avoir des volumes. Et pour avoir des volumes, il faut attirer des clients et pour cela renouveler le plus régulièrement possible les produits auxquels ils seront exposés en magasin. C'est au même moment, en 2011, qu'un très grand fonds d'investissement britannique doit faire face à un assaut, le deuxième assaut en quelques mois de ce qu'on appelle un fonds activiste. Ce fonds, c'est 3i. 3i, c'est le fruit de la fusion de 2 fonds qui avaient été créés au lendemain de la guerre par la Banque d'Angleterre, donc des fonds publics, et par les principales banques du pays. C'était des fonds qui étaient censés financer les entreprises, les industriels. Ces fonds, c'était l'ICFC et le FCI. Ils ont fusionné en 1973 et on parlait même du fonds de la reine d'Angleterre, tellement la royauté était liée via l'État à ce fonds. Il y a eu des levées de fonds externes, elles ont été autorisées depuis 1959, elles se sont multipliées, elles ont permis de financer ce qu'on appelle les MBO. Les tout premiers MBO sont des rachats d'entreprises par le management de la boîte grâce à un levier qui est le levier de la dette. Et en 1983,
l'entité qui a été fusionnée, a changé de nom pour devenir Investor in Industry, donc 3i, et a commencé à aller investir à l'international. C'est même devenu une entreprise complètement privée en 87, et elle a été introduite à la bourse de Londres en 94 par une banque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Barings. Le directeur des fusions-acquisitions de cette grande banque, cette institution, je creuse un peu parce que Barings c'est intéressant, c'est la plus ancienne banque d'affaires anglaise. Elle a été fondée en 1762. Mais en 95, donc juste après l'introduction en bourse de 3i, elle a été mise en faillite parce qu'on avait découvert qu'un de ses traders basé à Singapour, qui s'appelle Nick Leeson, avait acheté pour des milliards de contrats à terme qui donnaient lieu à des versements d'appels de marge d'argent que la banque n'avait pas. C'est ce qu'on appelle le repricing. Et ce fameux Nick Leeson, son histoire elle a été racontée, je vous les conseille, dans un très bon film qui s'appelle Trader, c'est Ewan McGregor qui joue son rôle, et dans un livre, une autobiographie qui s'appelle Rogue Trader. C'est une histoire dingue, mais elle raconte assez bien en fait le climat de l'époque, les années 90 avant la bulle Internet. Et en juillet 2011, donc 3i, va aller repêcher l'ancien directeur des fusions-acquisitions de la banque Barings pour le nommer Chief Investment Officer. 3 semaines plus tard, il va faire un très beau deal. Il acquiert 80% du capital d'action pour 114 millions de livres. C'est à peu près 130 millions d'euros. Et dans la même levée de fonds, les fondateurs ont cédé 10% du capital d'action au spécialiste suisse des placements alternatifs Partners Group pour un fonds de private equity qui s'appelle Princess. Ils vont d'ailleurs les revendre à la fin de ce fonds en 2018 pour plus d'1 milliard d'euros au fonds américain Hellman et Friedman, ce qui fait donc une valorisation de 10 milliards. C'est vous dire la bascule, le succès fulgurant d'Action qui va sauver 3i des attaques de fonds activistes, de fonds vautours, et qui va permettre à ce fameux Simon Bowers d'être nommé PDG de 3i dès mai 2012. Pour lui, c'est un hold-up. En un an, il est le patron d'un fonds qui roule sur l'heure. En 2013, pour son 20e anniversaire, Action, grâce à l'argent de 3i, va inaugurer son 400e magasin. Et l'année suivante, son 2e centre logistique aux Pays-Bas, son 500e magasin en Europe, et une collaboration qui va être inaugurée avec Li Fang pour ses importations et sa supply chain depuis Hong Kong. C'est là qu'Action commence à faire fortune. En 2020, pour vous illustrer, la holding de la famille Fang va racheter son groupe pour 931 millions de dollars juste pour le sortir de la bourse de Hong Kong, tellement la croissance est phénoménale avec Action. À l'époque, 85 personnes chez Li Fang sont dédiées au compte Action. Et en 2015, 2 nouveaux pays vont s'ouvrir, le Luxembourg et l'Autriche, et Action va inaugurer son 100e magasin en France en moins de 3 ans plus tard. 1 an plus tard, c'est déjà le 200e magasin français qui est ouvert, ainsi qu'un premier centre de distribution à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. En Allemagne, Action inaugure son 100e magasin en 2016 et dès l'année suivante, un grand centre logistique à Biblis. En 2017, Action continue son envolée fantastique avec un 3e magasin inauguré en France où Action investit 20 millions d'euros dans un 2e centre de distribution qui fait 40 000 mètres carrés, qui est situé dans le Tarn-et-Garonne à La Bastide. La même année, Action va ouvrir son 200e magasin en Allemagne et va réussir à construire ses 6 premiers magasins en Pologne, tout en inaugurant, ce qui est un accomplissement incroyable, son 1000e magasin aux Pays-Bas, à Gorinchem, avec pour la toute première fois une campagne de communication. Parce que Action, depuis le début, n'avait misé que sur la qualité de son offre et sur la force du bouche à oreille pendant 25 ans pour arriver à ouvrir 1000 magasins. À ce moment-là, la presse commence à se faire l'écho de cette croissance hallucinante qui se fait souvent en périphérie. Les échos parlent d'Action comme du fils naturel d'Aldi et de Jiffy. Et le groupe néerlandais pousse en effet à l'extrême le modèle du bazar hard discount avec un merchandising hyper minimaliste, des très gros volumes, un approvisionnement extrêmement efficace et le moins de dépenses marketing possible, le moins de conseils aux clients. Les gens sont là pour faire de la mise en rayon, être à la caisse, avec toujours cette promesse de faire des bonnes affaires mieux que nulle part ailleurs. Ça va permettre d'ailleurs à Action d'être élu comme meilleur retailer, meilleur distributeur, si vous voulez, d'Europe par un panel de consommateurs de 2014 à 2017 et de rattraper à vitesse grand V le leader français du bazar, Jiffy, qui réalise en France 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans 1 million de mètres carrés de surface commerciale. C'est le plus gros commerçant en surface, en périphérie dans notre pays, tout en restant la propriété de son fondateur, Philippe Ginestey, un fils de Maquignon du Lot-et-Garonne, qui avait commencé avec un premier magasin.
Alors, comment Action s'y est pris? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que sur les 6000 références qui sont présentes dans son magasin, c'est seulement 14 catégories de produits, 14 rayons qui sont présents. C'est la décoration, c'est le bricolage, le do-it-yourself, c'est les jouets, le divertissement, le multimédia, les articles de bureau, le jardinage, le nettoyage, l'alimentaire, les boissons, le soin, la beauté, l'animalerie, le textile, le linge, les sports et la cuisine. C'est-à-dire des produits d'équipement qui coïncident avec ce que veulent les gens, ce qu'on appelle le cocooning. C'est 2 tiers de ces 6000 produits qui changent constamment, avec 150 nouveaux articles qui arrivent chaque semaine dans les magasins Action. C'est 5% de l'offre qui est en promotion. En 2022, c'était toujours 6000 produits. Ils provenaient de 350 grandes marques avec un prix de vente moyen de 2,20 €. Mais 1750 de ces produits sont vendus moins d'1 €. Il faut ajouter à ces grandes marques 73 marques propres, marques de distributeurs, qu'Action développe de plus en plus souvent avec ses fournisseurs, qui sont plus de 700. 132 seulement sont des fournisseurs en direct. On voit que 60% des produits fabriqués viennent d'Asie, évidemment. Ils viennent de 452 usines asiatiques. Mais 40% des produits présents chez Action viennent d'Europe, sont produits en Europe. Et les résultats sont délirants. En 2022, Action a réalisé 8,9 milliards de chiffre d'affaires, d'euros, en Europe, dans 11 pays européens et dans 2263 magasins, avec une croissance de 30%. Son EBITDA est de 1,2 milliard d'euros en 2022, avec un capex de 230 millions. Chaque semaine, c'est 15 millions de consommateurs européens qui poussent les portes d'un magasin Action en 2022, et le groupe emploie 80 000 salariés. Il crée 8 000 emplois par an en Europe, ce qui en fait mécaniquement une force économique qui peut peser sur les politiques. La France, c'est de très 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 loin son premier marché, parce que Action y réalise plus d'1 tiers de son chiffre d'affaires, et parce que c'est aussi devenu l'enseigne préférée des Français. L'enseigne préférée, tous secteurs confondus, en avril 2023, moins de 10 ans après s'être installé dans le pays. En France, Action emploie 17 000 personnes et a ouvert 726 magasins d'environ 900 ou 1000 m2 en périphérie et dans la ruralité. Son rythme de croisière maximal, c'était autour de 90-100 ouvertures par an. Et sa clientèle vient fréquemment, pour 62% d'entre eux, dans un magasin Action. Cette clientèle française, elle est sociologiquement assez marquée. Elle est composée de 61% de femmes, de 46% de plus de 50 ans, même s'il y a 29% de 18 à 34 ans. Et 44% des consommateurs français d'Action n'ont aucun diplôme, très peu. 35% ont un niveau d'éducation moyen. Pourtant, on voit que 31% des clients français d'Action ont des assez hauts revenus. Ça me rappelle une phrase comme disait une de mes profs en BTS: les petits prix, les pauvres les adorent, les riches en raffolent. Et allez voir, c'était le parking à l'époque peut-être d'un Lidl, aujourd'hui ce serait d'un Action, les voitures qui sont là. En fait, toute une classe qui a peur du déclassement va se fournir chez Lidl ou chez Jiffy ou Action pour pouvoir continuer d'avoir des vacances, des services, des restaurants, des sorties. Et c'est ce schéma de distribution en fait qui est central. Il est central aussi évidemment pour Action parce que c'est ce schéma qui lui permet de tenir sa promesse auprès des clients et de développer sans cesse son modèle, ses ouvertures, sa désirabilité. Alors Action a ouvert 2 hubs logistiques qui réceptionnent en France les produits directement d'Asie et qui les adresse ensuite dans ses 4 centres de distribution, un qui est près de Paris, un autre près de Toulouse, l'autre près de Lyon et enfin un près d'Angers, qui a été inauguré en 2020. Au même moment, Action a inauguré un système d'information, ce qu'on appelle le End-to-End Logistics Planning, qui a été développé sur mesure pour permettre justement que cette chaîne logistique globale puisse voir le jour. Parce que la logistique, c'est la clé de son succès pour tenir cette promesse client, comme la logistique est la clé du succès d'Amazon. Mais c'est aussi son talon d'Achille. Amazon parce que ça fait perdre énormément d'argent, et Action parce que, comme on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, finalement, il a fallu reporter, à cause de cette crise, l'ouverture d'un centre logistique à Belleville, dans le Rhône, et à cause de ce report, Action a dû revoir complètement son objectif d'ouverture de magasins, et les 2 centres logistiques n'étaient pas capables, en fait, de suivre le rythme très puissant d'extension du nombre de magasins et de zones géographiques d'Action. À ce moment-là, les rayons se sont vidés, avec évidemment un impact sur le rendement, mais aussi un impact sur les équipes. Et c'est pile à ce moment-là, en 2018, que Troy a préféré encore une fois se verser des dividendes
plutôt qu'investir dans son actif, dans son outil. Il faut savoir qu'entre 2011 et 2017, les 6 premières années de son investissement, Troy avait déjà perçu pour 2 milliards d'euros de dividendes, soit 9 fois son investissement initial. Et c'est cette stratégie prédatrice de l'actionnaire qui va provoquer une hausse du taux d'endettement d'actions de 3 à 4,8%, au même moment où le management était mis sous pression pour obtenir de toute l'organisation le plus de résultats possible, c'est-à-dire en fait compresser leurs primes, leurs salaires, en prenant un risque de conflits sociaux complètement dévastateurs pour l'image de l'entreprise et pour le service rendu aux clients. Seulement, pourquoi Troy agit de la sorte? Parce que c'est un fonds qui n'a plus le choix. C'est un fonds qui est devenu dépendant, qui est devenu presque victime de la réussite flamboyante de sa principale participation. En 2016 déjà, près de 60% du retour d'investissement de tout le fonds Troy était produit par action. Et en 2011, il avait divisé sa prise de participation de 80% d'actions entre deux structures. Sa structure cotée, Troy, pour 45%, et un hedge fund, un fonds qui s'appelle Eurofond 5, qu'il n'a seulement sous gestion, mais qui est possédé par les riches qui placent leur argent. Et ce fonds Eurofond 5 avait pris 35% d'actions. Il était ouvert en 2006, mais pour une durée de 10 ans. Et donc en 2016, il a fallu reporter sa maturité de 3 ans jusqu'à novembre 2019. À ce moment-là, Troy ne voulait absolument pas se séparer de ces 35% du capital d'action, puisqu'ils investissaient encore dans son développement, et ils ont voulu le garder à prix fort. Alors ils ont proposé à leurs actionnaires de ce fonds, un échange d'actions sur la base d'une valorisation de l'actif action, à hauteur de 10 milliards 25 d'euros. Quelques mois plus tard, en pleine crise du coronavirus, pas mal d'actionnaires du fonds Troy s'en sont pris directement à la stratégie du patron du fonds de ne pas vendre au prix fort les 35% d'actions qui étaient détenues via ce fonds. Parce que là, ils auraient fait une bascule gigantesque. Et pour justifier à ces actionnaires cette hausse des multiples de valorisation et puis leur promettre un futur ticket très très aguicheur en sortie au moment de l'exit, Troy a tout simplement besoin de maintenir absolument le taux de croissance annuelle d'actions à plus de 30%. Et donc, un rythme d'ouverture complètement record. Ils doivent pousser des équipes au bout de leur retranchement. Simon Bowers, le patron de Troy, compare carrément le potentiel économique d'action à celui d'Inditex, la maison mère de Zara. Il l'a dit il y a quelques années. Seulement, ces deux entreprises ne présentent pas du tout le même modèle. 1, c'est pas le même taux de marge, évidemment. 2, c'est pas les mêmes risques sanitaires, les mêmes risques d'image ou les mêmes risques de croissance, qui finalement rendent la stratégie d'action très risquée de conserver le capital, 80% en l'occurrence, du capital de l'entreprise, jusqu'à atteindre le maximum de son potentiel de croissance. Même si Action a réussi quand même à tenir son objectif dès 2022, l'objectif qui était fixé pour 2023, à savoir 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 2225 magasins ouverts. Pour y parvenir, il a fallu ouvrir 250 magasins par an, ainsi que des centres logistiques énormes. Il a fallu s'ouvrir à un nouveau pays en Europe du Sud, en Europe de l'Est, c'était l'Espagne et la Slovéquie, sans jamais décevoir la promesse originale et originelle d'Action, c'est-à-dire les plus bas prix et 2/3 de renouvellement de l'offre, de l'assortiment dans les rayons. Si les dépenses de communication et de marketing d'Action restent somme toute très minimales, on peut dire que c'est l'engagement de sa clientèle qui lui permet de croître 1,5 à 2 fois plus vite que tous ses concurrents. En 2022, pour se rendre compte, 6,5 millions de visiteurs hebdomadaires allaient sur son site internet qui ne fait même pas d'e-commerce. Donc ils se rendaient seulement pour consulter le catalogue, pour localiser un magasin, pour connaître les horaires d'ouverture. Et dès 2020, c'était un Français sur 4 qui se rendait chez Action en moyenne 7 fois par an. Le confinement a été un moment clé pour l'enseigne Action. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé, à l'inverse de tous ses concurrents, de rester ouvert pendant les 2 confinements de 2020, en s'appuyant sur une espèce de vide juridique, en tout cas sur un trou, les fameux produits dits essentiels, qui en effet sont dans son assortiment. C'est par exemple les produits d'hygiène, le papier toilette, le savon, les détergents, le sopalin, enfin les essuie-tout, qui vont lui permettre d'ouvrir quand même une partie de ses rayons, de continuer de faire du chiffre d'affaires, mais ça va aussi réactiver la tension sociale avec ses salariés, puisqu'on leur fait prendre des risques. Et pas seulement des risques sanitaires, des risques physiques, violents. Il y a par exemple l'agression très violente de l'un d'entre eux, un vendeur belge de 18 ans, par un client qui avait été mécontent d'être appelé gentiment à l'ordre qu'il fallait respecter certaines mesures sanitaires.
eh bien, ça a rappelé aux équipes d'Action des agressions physiques qui ont eu lieu dans des magasins en France, dans les Yvelines, à Limay, en Belgique aussi, à Braine-l'Alleud, et un braquage très violent qui avait lieu dans Lyon, dans le magasin de Maillot. Seulement, les actionnaires d'Action, sa direction, n'en fait qu'à sa tête, et ils ont attendu novembre 2022 pour lancer un leadership programme qui concerne seulement 70 cadres, et pour accélérer un peu la promotion interne qui n'avait bénéficié en 2022 qu'à 2700 collaborateurs sur 80 000 personnes. Entre-temps, Action avait d'autres idées en tête. Ils ont ouvert un premier magasin dans Paris Intramuros, dans un centre commercial qui s'appelle Parks dans le 19e, sur son modèle classique de à peu près 1000 m². Mais en octobre 2020, Action a ravivé la compétition féroce avec le leader français au détriment duquel Action s'est développée rapidement, c'est Jiffy. Jiffy qui avait pris, vous savez, ce virage du soft discount, et Action inaugure en octobre 2020 à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous vous rappelez, c'est l'endroit, le lieu, la ville où il y a eu le premier hypermarché Carrefour qui a été inauguré en 63. Et bien Action inaugure là-bas un magasin de 1600 mètres carrés, c'est-à-dire absolument la surface moyenne d'un Jiffy. Son assortiment reste le même, c'est 6000 produits, c'est les mêmes. Le nombre de salariés double, il passe d'une vingtaine à une quarantaine, et la taille des allées double aussi. Action veut tester si l'amélioration du confort d'achat, l'amélioration de la visibilité de ses produits, de ses références, va entraîner une hausse du panier moyen de ses consommateurs, va aussi transformer le regard qu'ils ont sur leur fréquentation d'un magasin Action, qui a une certaine image. Ils ont vu que leurs 73 marques propres, celles où leurs marges sont les plus importantes, eh bien marchaient très bien, marchaient mieux évidemment que les 400 grandes marques dans leur rayon. Ils ont vu aussi que l'amélioration de l'expérience d'achat, qui était devenue quand même assez problématique, avait permis de fidéliser les clients d'Action, qui pour une fois ne se sentaient plus pris pour des consommateurs de seconde zone, un peu pour les consommateurs qui peuvent même plus se payer le discount. Seulement, entre-temps, les coûts logistiques, notamment en provenance d'Asie, de Chine, ont explosé. Ils ont explosé évidemment avec les confinements. Jiffy était devenu le leader du bazar français, un exemple dans le monde entier, grâce à son bureau de sourcing et à son bureau d'approvisionnement en Asie, qui avait été ouvert en pionnier avant même l'ouverture de la Chine au monde économique en 2001 avec l'adhésion de la Chine à l'OMC. Au point d'ailleurs que, dans un papier, le monde diplomatique titrait en 2021, au sein d'un dossier sur la ville défigurée, dans lequel Jiffy a une responsabilité, puisque c'est un des leaders du commerce de périphérie, Jiffy ou le triomphe de la pacotille. Le journaliste Philippe Paquet dit dans cet article, je cite, que Jiffy, eh bien, c'est un de ces temples de la camelote qui ont prospéré de manière fulgurante en profitant de terrains bon marché, en périphérie, ainsi que de l'absence de critères sociaux et environnementaux pour tous les produits importés, pour les chinoiseries. Et il explique dans son papier que finalement, ce sont les ouvriers chinois qui ont permis les marges considérables que Philippe Ginestez a réinvesti année après année pour fonder son empire commercial parti de zéro. Un autre Français est au cœur de ce marché du bazar grâce à la Chine. C'est le fournisseur de la plupart des grandes enseignes, de plus de 1500 enseignes, mais de la plupart des enseignes du bazar. Il s'appelle JJA. Au départ, c'était un importateur qui a été fondé en 1976 par Jacques-Olivier Habitboul, avant de devenir un concept pour plus de 20 000 références, un concepteur de biens d'équipement pour la maison, pour le jardinage, pour la déco, pour les jouets, même pour les arts de la table. Sous des marques dont vous n'avez absolument jamais entendu parler, mais dont je suis certain que vous possédez chez vous certains des objets. Parce qu'il a inondé les Stocomanie, les Centracor, les Miniso et tous les autres concurrents. Ces marques, elles s'appellent Espheride, Atmosphera, Five, Bitoys et j'en passe. JJA les distribue lui-même auprès de 1500 distributeurs, principalement français d'ailleurs, en s'assurant de la logistique. Et comme toujours dans ce genre de business, dans le business de la globalisation, il a fallu, pour tenir ce défi logistique, des capitaux. Des capitaux qui, je vous rassure, n'ont pas manqué d'abonder. JJA a fait rentrer en 2018 un fonds d'investissement britannique d'ailleurs, qui s'appelle Towerbrook, qui devait financer un site logistique de 98 000 m², qui a vu le jour en 2021 à Croixrault, dans la Somme. Ce site logistique, il a coûté 150 millions d'euros, mais il a permis à JJA de faire passer son chiffre d'affaires de 400 millions en 2017
à 1 milliard d'euros en 2022, avec 2000 salariés seulement. Et d'ailleurs, le fonds propriétaire de l'ancienne Action, 3i, a connu en 2023 un ultimatum. Parce qu'il a fallu rendre compte à ses actionnaires sur la stratégie de croissance de l'enseigne. Certes, les objectifs ont été atteints, mais aujourd'hui, ils se demandent quel sera le bon moment pour enfin introduire Action en bourse et retirer leur plus-value. Seulement, Action coûte bien trop cher et les conditions de marché aujourd'hui ne sont pas assez bonnes pour avoir un prix d'introduction qui va permettre à Action d'être valorisé au moins ce que 3i avait valorisé dans ses comptes en 2018, c'est-à-dire 18 fois son EBITDA. Ça constituerait un record dans la distribution dans le monde. Rappelez-vous, en 2017, Amazon avait racheté la marque de distributeur bio très cotée aux États-Unis, Whole Foods, pour 11 fois son EBITDA, et déjà c'était considéré comme délirant. La pression des investisseurs sur 3i, sur l'actionnaire, continue de se répercuter sur le management, sur les équipes opérationnelles, crée une tension sociale qui impacte tous les jours la satisfaction des clients, qui pourtant est primordiale pour les fidéliser et pour réaliser les prochains objectifs. Et c'est en fait ce cercle vertueux du capital qui devient le cercle vicieux du capital. Parce qu'au fond, c'est toute la culture de ces fonds d'investissement qui sont entrés dans le marché de l'équipement de la maison, dans le marché du bazar dans les années 90, qui est questionné à travers ce succès, cet exemple et ce contre-exemple qu'est Action. C'est d'ailleurs dans un fonds, chez 3i, qu'avait travaillé comme petit analyste un Britannique qui s'appelle Simon Arora, quand il sortait de ses études de droit à Cambridge. Et ça lui a donné l'idée en 1995, avec son frère, de créer une société d'import d'équipements pour la maison à bas prix, à destination des distributeurs britanniques, un peu le JJA britannique. En 2004, ils ont racheté, alors qu'ils étaient distributeurs, avec leur second frère, une chaîne de 21 épiceries en difficulté, qui avait été créée en 1978 à Blackpool et qui s'appelle B&M. Ils ont transformé radicalement l'offre. Ils ont voulu en faire un bazar, à l'instar d'Action par exemple. Il y a 90% de non-alimentaires et ils ont réussi à ouvrir des centaines de succursales à travers toute la Grande-Bretagne pour en faire le Primark du bazar. En 2012, fort succès, les frères Arora inaugurent le 300e magasin B&M et prennent leur plus-value en vendant 60% du capital du groupe à un fonds américain de private equity qui s'appelle Clayton, Dubilier & Rice sur la base d'une valorisation de 965 millions de livres. C'est largement plus d'1 milliard d'euros. CDR va installer un senior advisor, Sir Terry Leahy, l'ancien PDG du 3e distributeur mondial Tesco, à la tête de B&M. Et en 5 ans, il va presque tripler le chiffre d'affaires du groupe. Il va le faire passer de 331 à 893 magasins. Pendant ce temps-là, les frères Arora et CDR, ils se frottent les mains. Ils ont récupéré 1 milliard de livres en introduisant le groupe B&M à la bourse de Londres en 2014, tout en conservant quand même 30% d'un actif qui est valorisé 3 milliards de livres. Les frères Arora, ensuite, ils vont continuer de vendre pour à peu près 420 millions de livres d'actions, CDR aussi, mais ils conservent toujours 15% du capital de leur entreprise. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces acteurs sont avant tout, avant d'être en concurrence entre eux, ils sont en concurrence avec les pure players, ils sont en concurrence avec les marketplaces qui ont une puissance financière absolument considérable et qui vont encore accélérer leurs investissements après les records de vente et de profit qu'ils ont réalisés en 2020 à l'époque des confinements. On voit dans le textile que Zara a pris un virage radical. Ils ont décidé de fermer 1200 magasins pour pouvoir investir 3 millions d'euros sur le développement du e-commerce, où le groupe espagnol réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires. Leur objectif, c'est de constituer dans leur magasin un centre logistique pour distribuer le plus rapidement et le plus localement possible leurs produits. Ikea, le géant qui excelle déjà dans l'équipement de la maison, avec 30% de son chiffre d'affaires en ligne, même 35% d'ailleurs du chiffre d'affaires en ligne en France, a investi 3 milliards d'euros rien qu'en 2023 pour étendre et pour rénover, à l'inverse de Zara, son réseau de magasins, dans un but, les adapter à la préparation des commandes passées en ligne. Seulement, le démon qui les menace tous et qui s'implante durablement et très sûrement en France, c'est Amazon. Parce qu'au-delà des discours politiques, la réalité, c'est que ce groupe a réalisé 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, avec quand même 2,7 milliards de pertes nettes. Et cette force d'investissement, c'est un tsunami qui peut-être arrivera à péter le verrou français,
celui qui a été construit très lentement, très durablement par son appareil de distribution, qui s'est transformé à vitesse grand V seulement depuis la guerre. Et ce serait finalement cette amazonisation de la distribution l'acte final du vrai plan Marshall, celui qui doit déposséder la France de son appareil logistique, de son appareil commercial, au profit d'une puissance étrangère, supranationale, un peu gazeuse comme ça, qui est dans le cloud et qui est pourtant extrêmement terre à terre, parce que Amazon, il gère des millions de mètres carrés de serveurs informatiques et d'entrepôts logistiques qui sont peuplés de manutentionnaires, d'espèces de robots un peu, qui sont embauchés par cohorte et qui suivent une voie virtuelle dans un casque pour trouver le plus vite possible les produits que les consommateurs rêveraient de se voir livrer instantanément. Et parfois, c'est même le président de la République qui va inaugurer ces entrepôts. Alors, il faut voir que ces mastodontes ont un pouvoir médiatique colossal, parce que déjà, ce sont de très importants annonceurs des médias, y compris des médias en ligne, des réseaux sociaux, et aussi parce qu'ils investissent maintenant dans la production culturelle audiovisuelle, par exemple dans la diffusion d'événements sportifs. Amazon, en France, a racheté les droits de la Ligue 1 de football et du tournoi de Roland-Garros. Ils ont une influence politique qui est réelle, une force de lobbying, qui s'appuie d'abord sur nous, sur nos choix de consommation. Ils s'appuient sur nos choix pour transformer le paysage médiatique et pour transformer aussi les discours qui s'y diffusent. Parce qu'aujourd'hui, les distributeurs sont des acteurs de l'état d'esprit de l'époque, de son idéologie. Et il faut les reconnaître comme tels, comme on a pu reconnaître à l'époque Leclerc, par exemple, comme tel. Si on veut analyser dans le même temps, parce que c'est lié, les évolutions de la consommation, les évolutions de la distribution et les évolutions de l'opinion, qui seront toujours intrinsèquement liées, parce que le citoyen est un consommateur et le consommateur est aussi un citoyen.